Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. 23 pays ont pris part aux manœuvres militaires dénommées Bouclier commun du Golfe et qui se sont achevées hier en Arabie Saoudite en présence du président du Faso qui a profité de l'occasion pour évoquer la coopération militaire avec les pays participants. La journée mondiale de l'hémophilie est célébrée aujourd'hui pour attirer l'attention sur cette maladie génétique qui touche de nombreux enfants. Au Burkina, la prise en charge des hémophiles rencontre bien des difficultés. Le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, le fameux CETA, défendu par le Premier ministre Justin Trudeau et le président français Emmanuel Macron, qui estime que cet accord a augmenté sensiblement les échanges entre les deux parties. Bienvenue au journal. Fin hier en Arabie Saoudite, des manœuvres militaires dénommées Bouclier commun du Golfe. Cet exercice est organisé par le Royaume, a connu la participation de 23 pays, dont ceux du G5 Sahel. C'est pourquoi deux chefs d'État de la région, dont le président du Faso, ont été invités à la clôture des manœuvres. Ce séjour de Roch Marc Christian Kaboré a aussi permis d'évoquer la coopération militaire avec les pays ayant pris part au bouclier commun du Golfe. Reportage de nos envoyés spéciaux Mathias Drabo, Olopoda. Bouclier commun du Golfe, ou l'expression de toute la puissance de feu de l'Arabie Saoudite et de ses alliés. Au cours de cette manœuvre, 23 pays au total se sont enrichis mutuellement de l'expérience et des bonnes pratiques militaires. Une solidarité entre nations à travers leurs armées pour faire face aux défis sécuritaires actuels des armées confrontées parfois à une guerre asymétrique connue sous le vocable terrorisme. C'est cette solidarité face aux défis sécuritaires qui devrait inspirer les chefs d'État du G5 Sahel à la recherche de solutions pérennes pour sécuriser un territoire fragile sur plusieurs plans. Le président Kaboré et ses pairs, invités spéciaux du roi Salman, sont venus à l'école des pays de la région. Le Burkina, dès début 2016, a adhéré à la coalition antiterroriste mise en place par l'Arabie Saoudite et sur divers plans donc nous partageons les mêmes points de vue en matière de lutte contre le terrorisme et le bouclier du Golfe aussi fait partie des regroupements dans lesquels le Burkina adhère. Et vous avez vu ici qu'il y avait tous les chefs d'État des 5 pays membres du G5 Sahel. Ça a été d'ailleurs l'occasion pour des discussions informelles autour du financement saoudien dans le G5 Sahel qui est de l'ordre de 100 millions d'euros. Nous avons regardé ensemble donc avec les 5 chefs d'État, mais également avec le patron de la force conjointe et quelques ministres de la Défense et des Affaires étrangères sur la question opérationnelle de mise à disposition des fonds saoudiens et également le matériel et tout l'appui que l'Arabie Saoudite peut apporter. Les forces terrestres, navales et aériennes qui exécutent ces manœuvres démontrent leur capacité à effectuer des tâches symétriques et asymétriques dans différents domaines d'opération. Considéré comme le plus important de la région par la taille, la richesse et la diversité de l'expérience militaire, l'exercice vise à améliorer la préparation militaire des pays participants, à moderniser les mécanismes conjoints et à renforcer la coordination et la coopération. Le renforcement des connaissances sur les questions de terrorisme, de paix, de diplomatie, principal enjeu de la deuxième session de formation du Centre d'études diplomatiques et stratégiques CEDS, formation ouverte hier à Ouagadougou et qui regroupe des représentants de la société civile, des officiers supérieurs de l'armée et des députés. Une réflexion stratégique se mènera pendant 2 jours autour des défis qui se posent au monde actuel. Moussa Ouedraogo, Zoubaviel, David Dabiré. Cadres civils, militaires et députés sont depuis ce lundi à l'école du CEDS, le Centre d'études diplomatiques et stratégiques.
Il participe ici à une formation de haut niveau qui allie les pratiques parlementaires aux grandes questions internationales de l'heure. Des questions sécuritaires, des questions géopolitiques, des questions stratégiques et des questions aussi qui sont liées bien sûr à l'actualité et les questions d'asymétrie, notamment la question récurrente et persistante du terrorisme au Burkina Faso. Donc c'est un atelier de très haut niveau qui va permettre aussi aux parlementaires de se familiariser avec un certain nombre de concepts, notamment en droit international public. Pour les élus nationaux, cette formation permettra de cerner les subtilités des relations internationales et ce, en vue de mieux apprécier les textes et protocoles d'accords transnationaux. Nous sommes amenés le plus souvent à voter des lois, des ratifications. Et donc cela veut dire que si nos députés ne sont pas outillés, ça va être compliqué pour pouvoir bien analyser et donner des résultats tangibles. Vous savez également qu'au niveau de l'Assemblée, nous avons développé ce qu'on appelle la diplomatie parlementaire pour ne pas laisser uniquement l'exécutif dans ce domaine-là. Ce que nous faisons, c'est juste pour accompagner, juste pour appuyer. Le CEDS est une structure de formation post-universitaire spécialisée dans la qualification des cadres tels que les décideurs, les acteurs du monde économique ou encore les officiers supérieurs des armées. Il est présent dans 9 pays à travers le monde et la délégation burkinabé répond de l'antenne sud-ouest de Dakar au Sénégal. Le Burkina se dote d'une politique sectorielle, commerce et services marchands. Le document provisoire est soumis à la réflexion pour l'amélioration de son contenu. Cette politique prévoit de nouveaux mécanismes pour dynamiser le commerce et les services. Précision avec Urbain Sommet et Pascal Canet. Faire du secteur tertiaire l'un des piliers de l'économie burkinabé. C'est l'ambition du gouvernement d'ici à 2020. Pour ce faire, il faut dynamiser les sous-secteurs transport, économie numérique, commerce et communication, regroupés en secteur commerce et services marchands. Une politique sectorielle de services marchands et commerce est élaborée à cet effet. L'adoption de cette nouvelle politique sectorielle permettra au Burkina Faso de tirer parti de ces domaines en pleine mutation. C'est ce secteur qui fait partie des secteurs de soutien à la production et qui devrait nous permettre de disposer à l'horizon 2027, c'est ce qu'on s'est fixé, de disposer d'un secteur commerce et services marchands, de relever comme défi comment faire pour valoriser nos produits locaux, comment améliorer leur qualité pour leur permettre d'être compétitifs sur le marché international, comment faire pour professionnaliser et moderniser par exemple le secteur des transports, de manière à faire en sorte que nos acteurs de transport soient compétitifs face à la compétition sous-régionale. Comment faire pour que les services de télécommunication soient améliorés et soient à la portée de tous. C'est dans ce sens que vous verrez par exemple que la TNT, que vous connaissez très bien, est en train de faire son petit chemin. Ces techniciens venus des ministères concernés vont examiner le document initial proposé par une cellule de rédacteurs, après quoi le projet de politique sectorielle en commerce et services marchands sera proposé en Conseil des ministres pour adoption. 46 000 personnes ont bénéficié d'un emploi décent dans tous les secteurs en 2017. Une étude réalisée par l'Observatoire national pour l'emploi et la formation permet d'avoir des données sur les emplois décents au Burkina. Le document, qui est soumis à un atelier de validation, se présente comme une étude non exhaustive selon ses initiateurs, mais peut constituer un référentiel en la matière. Amado Ilbodo Zoubaviel, David Dabiré. Plus de 107 000, dont 46 000 emplois décents, créés sur la période 2016-2017. Ces chiffres sont de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation qui soumet son étude depuis ce matin à l'appréciation des structures publiques, parapubliques et privées impliquées dans la création d'emplois au Burkina Faso. Il nous a paru indispensable de faire le point de ce qui a été fait depuis 2016 jusqu'à 2017 afin de voir si nous sommes sur la bonne voie. Sinon, de prendre des initiatives afin qu'au rendez-vous du quinquennat, le président puisse avoir un bilan à la hauteur de l'engagement qui a été fait. Des données qui permettront au gouvernement de peaufiner sa stratégie de promotion de l'emploi décent. Du reste, selon les concepteurs, l'étude est non exhaustive et ne concerne que 40% des structures susceptibles
d'être sondé et ne prendrait pas en compte le secteur informel. Le document ainsi validé servira de référentiel sur les questions d'emploi et connaîtra une amélioration dans ses éditions actualisées. Pour ce faire, les responsables de l'étude appellent le patronat burkinabé et les personnes sollicitées dans le cadre de ces enquêtes à plus de collaboration et ce, en vue de garantir la fiabilité. Autre rencontre de validation, celle qui se tient autour de l'étude sur les normes internationales du Sésame. Un document de référence est soumis aux acteurs des transactions commerciales du Sésame. L'objectif est d'améliorer la qualité du sésame burkinabé afin qu'il soit compétitif sur le marché international. Pawadrogo Janzongo, Oumoussissi. Troisième produit agricole d'exportation au Burkina, le sésame a de beaux jours devant lui. Mais pour se faire une place de choix sur le marché international, il est primordial pour les acteurs de la filière de connaître et de respecter les normes internationales. Le but de l'étude, je vais revenir principalement sur ça, était un peu de faire une étude, une photographie actuelle des normes existantes au niveau mondial et surtout les marchés de destination du sésame burkinabé. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, pour les productions agricoles, c'est le marché qui détermine. Donc il est important que pour tout producteur, tout commerçant, de savoir quelles sont les exigences par rapport à son marché et pour produire en conséquence. Prenez le cas du Burkina, notre principal marché c'est le Japon, c'est la Chine. Il était important que l'étude se penche sur ces marchés et nous délivre comme résultat quelles sont les exigences de ce marché en matière de normes par rapport au sésame. Et cela nous permettra par la suite de réguler le système et de permettre donc à nos exportateurs de se conformer à ces normes-là pour pouvoir pénétrer le dit marché. Et pour les acteurs de la filière sésame, connaître les exigences internationales tant au niveau de la quantité que de la qualité leur sera bénéfique. Le projet va être d'un grand apport pour nous parce qu'il est question d'exportation. Et lorsqu'il s'agit d'exportation, il faut forcément de la qualité. Et pour cela, il faut prendre en compte tous les acteurs pour qu'on ait un sésame de qualité, un sésame qui réponde aux normes internationales. Le projet Sésame d'une durée de 5 ans est financé par le département américain de l'agriculture. Et ce sont les régions de l'Est, de la boucle du Mouhoun, des hauts bassins et des cascades qui sont concernées par ce projet. La journée mondiale de l'hémophilie est célébrée ce 17 avril. L'hémophilie est une maladie de la coagulation du sang, une maladie génétique qui affecte essentiellement les enfants de sexe masculin. Comment cette maladie est perçue au Burkina et quelles sont les différentes prises en charge et les difficultés? Reportage à l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle avec Nongba Kouda et Zalissa Sanfo. Alizeta Sakandé a perdu son premier fils, puis son deuxième, tous deux à la suite de circoncision. 2 décès qui ont bouleversé cette maman qui ne comprenait pas pourquoi le sort s'acharnait tant sur elle et sur sa progéniture. Le premier a été circoncis à la maison à 9 mois. Il a saigné toute la journée, puis il est mort. Le second, son grand-père l'a fait circoncire à l'hôpital. 21 jours de saignement non-stop. Lui aussi est mort. Ne vous méprenez pas. Ces 2 décès ne sont aucunement liés aux conditions dans lesquelles les circoncisions ont été pratiquées. Le sang qui coule, qui a du mal à s'arrêter et qui ne coagule pas, est révélateur d'une maladie génétique, l'hémophilie. L'hémophilie est une maladie du sang, c'est une maladie de la coagulation. Et vous savez que la coagulation, lorsque l'on se blesse, ce sont les processus de coagulation qui font que le sang s'arrête. Et donc dans l'hémophilie, le sang va s'écouler plus longtemps. Les personnes hémophiles donc saignent plus longtemps que les sujets normaux. Maladie génétique très peu connue. Tous ici nous racontent que c'est à la suite d'expériences amères de circoncision qu'ils ont découvert l'hémophilie, une maladie qui affecte essentiellement que le sexe masculin. Maladie génétique, l'hémophilie ne se guérit pas, mais les gestes qui sauvent
parents et enfants doivent les apprendre par cœur. Les enfants que nous avons dans notre file active sont éduqués dans ce sens-là pour éviter au maximum les traumatismes. Donc il y a des sports qui sont à éviter, notamment les jeux violents, les sports de contact sont à éviter. Et pour ne pas avoir retenu la leçon de ne jamais jouer, de ne jamais se blesser, Aïdara Dera a été retiré de l'école en classe de CM1. Son père le préférant vivant déscolarisé que mort d'hémorragie à la suite de jeux avec ses camarades. Et si les gestes qui sauvent ne sont pas adoptés et que les saignements tant redoutés commencent, les coûts de prise en charge, qu'ils soient curatifs ou préventifs, vous donnent le vertige. Si un enfant de 20 kg vient, il a des bobos et on doit le prendre en charge pour une prise en charge curative, c'est-à-dire que c'est un traitement qu'on fait. Il faut au moins 2 ou 3 doses. Je vous dis tantôt qu'un seul UI, ça fait 407 francs. Si c'est un enfant de 20 kg, on fait un UI par kilogramme. Donc les 20 kg là vont nécessiter 400 UI. Et si vous prenez 400 multiplié par 407, ça vous fait déjà à peu près 163 000 pour une seule injection. Et dans ce cas, il faut au moins 2 ou 3 injections. Ces 3 injections, ça vous fait pratiquement 500 000, 489 000. Non, dès qu'il y a un bobo encore, ça peut survenir. Les 60 patients inscrits à l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle ne peuvent pas souffrir ces traitements. Et fort heureusement, la Fédération mondiale de l'hémophilie offre gracieusement les médicaments à tous les patients. Pau et Thiébélé abriteront début mai la 2e édition du festival Les Nuits Djongo. 3 jours pour découvrir les potentialités culturelles et touristiques du Naouri. À quelques semaines de ce rendez-vous, ces organisateurs ont tenu une conférence de presse hier à Ouagadougou. Kuala Nibie, Omar Zombré. Du 4 au 6 mai prochain, les villes de Pau et de Thiébélé vont vibrer au rythme du Djongo. Initié par l'association Djongo Diffusion, le festival Les Nuits du Djongo vise à promouvoir les potentialités culturelles et touristiques de la province du Naouri. Devant les hommes de médias, le directeur artistique du dit festival dévoile le chronogramme des activités. On a une parade le premier jour du festival. Ils vont faire les artères, quelques artères de la ville de Pau, et puis se retrouver au niveau du lieu même du spectacle, c'est la place Nemaro. On a une dizaine d'artistes par soir, tradis et modernes. Sur nos têtes d'affiche, ça sera Solo Diakabako et Smoke. Et le dernier jour, on met la scène à Thiébélé, à l'espace libre, où moi je vais jouer avec les artistes locaux au niveau de Thiébélé et des troupes traditionnelles aussi. Pour cette 2e édition, des innovations sont prévues. Les organisateurs ont intégré une conférence ainsi que la participation des 5 communes de la province à la rue marchande. C'est les conférences qu'on a. Il y a aussi c'est les invités qu'on a, les invités d'autres festivals. L'innovation particulière, c'est vraiment l'accent qu'on a mis sur les troupes traditionnelles. Plus de 15 000 festivaliers du Burkina, du Ghana et d'autres pays sont attendus à ce rendez-vous de promotion de la culture Kassena. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, en visite officielle en France, a défendu aux côtés du président français Emmanuel Macron le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, le fameux CETA. Le CETA, qui est entré en vigueur l'année dernière, est rejeté par les agriculteurs français. La France et le Canada ont également annoncé la création d'un partenariat sur l'environnement et le climat. C'est tout sourire qu'Emmanuel Macron accueille Justin Trudeau sur le parvis de l'Élysée. En visite officielle en France, le Premier ministre canadien a rencontré le président français ce lundi. L'occasion d'afficher leur bonne entente et de vanter les mérites du CETA, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Ce texte controversé, critiqué par les agriculteurs français, est entré provisoirement en vigueur en septembre dernier. En 2017, les importations du Canada en provenance de la France ont progressé de 4% par rapport à l'année précédente. Les investissements canadiens en France ont, quant à eux, augmenté de 23%. On voit déjà, avec seulement 4 ou 5 mois de mise en vigueur l'année passée du CETA, on voit déjà les résultats. Le duo franco-canadien a également annoncé la création d'un partenariat bilatéral sur l'environnement et le climat. Ce texte ambitieux vise à apporter une réponse coordonnée à l'enjeu que représente le changement climatique. Et nous y prévoyons une série d'actions communes
sur justement les transports internationaux, l'organisation d'un séminaire euro-canadien sur la tarification carbone. Emmanuel Macron et Justin Trudeau ont tour à tour insisté sur leur volonté de concrétiser l'accord de Paris de 2015 qui vise à limiter le réchauffement climatique. Ce mardi, le Premier ministre canadien s'exprimera devant l'Assemblée nationale. Depuis le début de la Ve République, seule une vingtaine de responsables étrangers se sont prêtés à cet exercice. Venons-en maintenant à la revue de presse. Les journaux commentent les différents exercices militaires qui se déroulent ici et ailleurs pour lutter contre le terrorisme, le grand nettoyage judiciaire en RDC, autre sujet dans les colonnes des journaux. Toueboum, Evelyne Dabiré. Lutte contre le terrorisme, l'ambassadeur des États-Unis monte au front, informe l'observateur Palga. C'est dans le cadre de l'exercice Flintlock que l'ambassadeur des États-Unis s'est essayé au tir avant de suivre la démonstration grandeur nature et très enlevée de lutte contre le terrorisme, explique Vos Quotidiens. Les unités spéciales de lutte contre le terrorisme des pays de l'Afrique de l'Ouest s'exercent depuis le 9 avril au Burkina pour riposter contre les éventuels dangers qui se présenteront, lit-on, dans le pays. Cet exercice militaire multilatéral coordonné et exécuté par les forces spéciales africaines compte 1500 membres de forces armées de plus de 20 pays africains et de leurs partenaires occidentaux, précise aujourd'hui au Faso. Objectif de cet exercice initié depuis 2005 par le commandement des États-Unis pour l'Afrique, renforcer les capacités des participants à lutter contre les organisations extrémistes violentes et protéger les frontières entre autres, précise ce journal. Mais Sidoya s'interroge, cet exercice va-t-il profiter à la force du G5 Sahel? Question qui est restée sans réponse. Autre sujet d'actualité, le congédiement de 250 magistrats en RDC. Le premier magistrat de la RDC, Joseph Kabila, a donc décidé d'expurger des rangs de la magistrature de 150 juges incompétents ou faussaires, rapporte aujourd'hui au Faso, et c'est inédit, poursuit ce journal. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit des cargaisons entières de hauts fonctionnaires relevés de leurs fonctions, renchérit l'observateur Palga. Dans le principe, poursuit ce journal, on ne peut que se féliciter de ce coup de pied dans la fourmilière judiciaire. Raison évoquée, rapportée par aujourd'hui au Faso, des cursus académiques incertains et des fraudes de diplômes. Mais ce journal craint que cette opération main propre ne soit en réalité une camisole de force qu'on veut faire porter aux juges en prévision des élections présidentielles de décembre 2018. Ce nettoyage de l'écurie judiciaire par Kabila ne paraît donc pas sain, selon aujourd'hui au Faso, qui rappelle que Kabila a déjà bétonné la Cour constitutionnelle au cas où. Même suspicion de l'observateur Palga qui écrit « Pour donner des leçons de probité, il faut être soi-même un parangon de vertu ». C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTV. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de nos programmes.